Merci beaucoup Laurent, Laurent qui suit les passes et le collectif passe depuis des années. Ça a été très utile lors du premier colloque national des passes, où il était au directeur de la santé publique à la RSI de France et il a participé à impulser l'idée qu'il fallait absolument évaluer les passes et ça a permis de lancer une dynamique très utile. On s'occupe un peu plus de ce sujet. Merci Claire. Je vous ai connu avant. Et juste pour faire une petite anecdote personnelle, la première fois où je vous ai vu, j'étais un jeune inspecteur à l'IGAS à l'époque. Et je pense que c'était d'ailleurs ma première mission. Et on nous avait demandé à l'IGAS et à l'IGF de regarder l'aide médicale État, avec à l'époque une idée politique sous-jacente qui était de dire que ce serait bien de fermer l'AME. Et le groupe qui était composé et d'inspecteurs des finances et d'inspecteurs de l'IGAS, finalement avait sorti un rapport qui était assez clairement « il faut continuer l'AME ». Et c'était à cette époque que je vous avais rencontré au niveau de l'IGAS. Et depuis, c'est vrai que ces aspects-là m'ont toujours semblé importants quand on regarde les aspects de santé publique de manière générale. Alors, soigner l'humain, soigner l'humain. Alors, je dirais à Christian, oui, on a quand même fait un bouquin. Et ce bouquin, il est aux presses de l'EHESP et j'en suis très heureux. Et je suis heureux que les presses de l'EHESP publient cet ouvrage pour plusieurs raisons. D'abord parce que vous avez choisi les presses de l'école. Et puis, alors là, je fais côté commercial. Il est beau, il est sobre, il est classique. C'est aussi un ouvrage, ça je pense que vous l'avez bien vu, qui est un ouvrage dense, riche, avec aussi cet aspect collectif que vous avez souligné et qui donne des points de vue croisés. Et moi je pense que c'est vraiment quelque chose de très important d'avoir ces points de vue croisés dans un ouvrage de ce type-là. Et puis, dernier point dans l'ouvrage lui-même, on retrouve, à mon sens, 15 ans d'histoire. C'est-à-dire comment, après 15 ans de maturation, on voit émerger des pratiques, on voit émerger des expérimentations, mais aussi des questionnements sur où on en est, des passes aujourd'hui, et qu'est-ce qu'on peut en faire dans le futur. Alors, je voudrais juste, pour ma part, insister sur 4 points qui sont à la fois à l'intérieur du livre, mais peut-être aussi qui méritent des développements. Le premier, c'est que le livre il vient interroger, à mon avis, fortement la stratégie de lutte contre les inégalités sociales de santé en France. Il pose quelques éléments qui sont essentiels au débat. Je rappelle quand même, parce que ça donne quand même un élément d'appréciation. Alors, je vais vous donner juste 2 chiffres que vous connaissez. L'espérance de vie à 35 ans, c'est 6,3 années de plus pour un cadre que pour un ouvrier, et c'est 3 années de plus pour une femme cadre que pour une femme ouvrière. C'est des éléments qu'on retrouve qui sont stables depuis de nombreuses années dans la société française. Alors, on dit très souvent les inégalités sociales de santé, c'est intolérable en France, elles sont pires en France qu'ailleurs. Moi, je ne suis pas aussi persuadé de ça. Les inégalités sociales de santé, elles traversent de nombreux pays. Et quand on prend les États-Unis, M. Sicard, c'est un des pays où les inégalités sociales de santé sont les plus fortes et les plus importantes au monde. Donc, en France, on a des inégalités sociales de santé depuis très longtemps. On le dit, mais on ne sait pas les résoudre. Et puis, pour donner quand même un élément, ça veut dire espérance de vie moyenne pour un homme à la naissance, à peu près 79 ans. La mortalité, l'âge au décès d'une personne à la rue, 49 ans. C'est le collectif Mort dans la rue qui l'a dit pour l'année 2014. Donc là, on n'est pas sur 6 ans, on est sur 30 ans. Alors même si la méthodologie peut être différente entre le calcul de l'espérance de vie
et cet élément sur la mortalité des personnes à la rue. Mais on voit bien là qu'il y a quand même des éléments qui sont structurels sur notre incapacité à régler ces points-là. Alors, dans le livre, moi je pense qu'il y a des choses qui sont vraiment importantes et qu'il faut continuer à creuser. D'abord, et ça j'en suis très heureux, vous ne parlez pas que du soin. Vous parlez de la place des déterminants collectifs et surtout comment travailler en amont. C'est un petit peu dans l'article de Didier Tabuteau, mais c'est aussi dans ce que vous mettez au niveau collectif. Et je pense que c'est vraiment un élément important. Le soin ne résoudra pas toutes les inégalités sociales de santé en France, loin de là, et on le sait. Deuxième point, dans le cadre de cette interrogation sur la stratégie, vous regardez aussi la capacité de réduire les fractures d'accès aux soins et aux services. Et là, il y a un sujet, à mon avis, important qui est: est-ce qu'il faut mobiliser les dispositifs de droit commun ou est-ce qu'il faut inventer des dispositifs spécifiques pour les personnes les plus fragiles? C'est un débat qu'on a depuis longtemps, qu'on a eu à l'ARS Île-de-France, et de savoir est-ce qu'il faut les deux? Est-ce qu'il faut plus essayer de faire revenir dans le droit commun absolument les personnes qui sont dans des situations très éloignées du soin, mais aussi de l'adaptation à la société? Et ces éléments-là, à l'intérieur du livre, on les sent. Mais peut-être qu'il faut aller plus loin aussi sur ces aspects-là, parce que derrière, c'est quelles sont les meilleures stratégies que l'on peut avoir pour à la fois réduire ces inégalités. Et derrière, la question que ça pose, c'est, et qu'on a, y compris dans d'autres sujets, est-ce qu'il faut être inégalitaire pour arriver à être plus équitable? Gros sujet. Deuxième point dans le livre, c'est que le livre est un plaidoyer, vous dites un manifeste, et j'aime bien ça, pour réintroduire l'humain, la personne dans, je vous cite, M. Pierru, et j'ai bien aimé, l'alliance objective entre rationalité biomédicale et rationalité gestionnaire. C'est un vaste programme. Mais c'est nécessaire, et je pense que c'est vraiment nécessaire. Et je reviendrai sur ce que disait M. Sicard tout à l'heure. Je pense qu'effectivement, on a un sujet majeur. Je ne sais pas si les États-Unis l'ont complètement réglé, mais on a un sujet majeur qui est de réconcilier des exigences qui sont paradoxales, y compris chez les personnes, mais aussi chez les soignants. C'est-à-dire à la fois d'avoir plus de technicité, parce qu'il y a une demande de technicité, de plus en plus, et puis par ailleurs, retrouver cet espace pour l'humain. Et je suis très sensible à ce que vous avez dit, mais je pense qu'il faut le poser comme ça, c'est-à-dire comment on est capable, au jour d'aujourd'hui, de ne pas avoir une logique d'affrontement entre d'un côté quelque chose qui est malgré tout positif pour les personnes, d'avoir l'accès au diagnostic, au traitement le meilleur, y compris en utilisant les dernières technologies, qui effectivement en plus sont de plus en plus abordables avec la miniaturisation, mais aussi être capable, parce que c'est une demande de plus en plus, y compris avec l'irruption de toutes les maladies chroniques, des polypathologies, des pathologies associées, chez une même personne, comment on réintroduit cet espace pour l'humain. Et cet espace pour l'humain, à mon avis, il n'est pas uniquement chez le médecin. Il peut être aussi chez l'ensemble de l'équipe autour. J'ai une anecdote, on parle de ces aspects techniques. Un manipulateur radio peut avoir aussi un élément majeur sur la remise de l'humain au moment où une personne fait un examen. Donc c'est sur l'ensemble des personnes que cela peut jouer. Aussi, il me semble important, et ça c'est très fort dans le livre, c'est que vous introduisez une dimension éthique dans les choix proposés à la personne. Alors, je me permets, je vais citer juste un paragraphe que vous mettez, page 55, parce qu'il me semble absolument superbe. Renoncer parfois à l'usage de la technologie la plus performante peut être une des décisions les plus difficiles et pourtant les plus pertinentes dans une situation donnée et dans l'intérêt du patient. Ce renoncement peut éviter des souffrances, mais également des dépenses inutiles qui pourraient bénéficier à d'autres. À mon avis, il y a une journée à faire là-dessus. Et ça réinterroge complètement, y compris à quelque chose que l'on voit régulièrement sur le panier de soins.
Et là, vous réinterrogez le panier de soins par l'intermédiaire d'un dilemme qu'on a par rapport à une personne. Et je trouve que c'est un élément très fort dans ce que vous mettez dans le livre. Je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que je ne veux pas non plus tenir le plancher trop longtemps. Et puis, c'est la fin du deuxième point, vous permettez que s'expriment les choix en tenant compte du contexte social, économique, familial, culturel de chaque individu. Et ça, je pense que c'est aussi important. Moi, je pense que ça a été vrai de tout temps. Alors, c'est vrai que dans des pathologies chroniques où on n'est plus sur un épisode aigu à l'hôpital, c'est plus fort. Mais c'est quelque chose qui, de toute façon, est quelque chose qui, à mon avis, est fondamental. Et c'est ce que nous, on va essayer d'insuffler, y compris aux nouvelles générations de directeurs d'hôpitaux, cet aspect de comment on réinterroge ça dans un contexte général. Et c'est vrai que pour les managers de notre système de santé, c'est quelque chose d'important. Le troisième point, c'est que le livre, il montre l'intérêt des PASS comme espace pour réinventer les pratiques. Alors ça, je vais aller vite parce que vous en avez tous parlé, mais je pense que c'est vraiment important. Et je vous cite, Monsieur Sicard, parce que c'est marqué dans le livre, je ne vous ai pas entendu le dire, mais comme c'est marqué dans le livre, je suppose que vous l'avez dit. Vous aviez dit en 2011, au colloque de 2011, que vous souhaitiez que l'esprit des PASS fertilise l'hôpital public. C'était rapporté par un des articles qu'il y a dans le livre. Je crois que c'est tout à fait vrai, j'irai même au-delà. C'est même pas uniquement l'hôpital public. Ça doit fertiliser et proposer des réponses concrètes sur l'ensemble de ce qui est actuellement en question dans notre système, et notamment sur l'aspect des parcours, parce qu'on parle beaucoup des parcours. Prenons cet aspect-là pour voir qu'est-ce que ça veut dire un parcours. Et je pense que ça serait très intéressant de le faire. Donc, je pense qu'il faut que vous continuiez la réflexion, et notamment sur des réflexions internes au PASS, et que vous avez... il y a eu la circulaire de 2013 qui a donné une étape, mais il y a plein de questions qui se posent. Passe à l'hôpital, passe à l'ambulatoire, passe entre les deux. Quelle relation avec le reste de la structure quand c'est dans un hôpital? Et je sais que c'est un problème général que vous retrouvez. Passe transversale ou passe dédiée? Quelle profession dans les passes? Quelles compétences? Quel métier dans les passes? Quel modèle économique, enfin, pour les passes? Alors, c'est à MIGAC que Christian Dettesi propose un autre système, mais je pense que derrière, de toute façon, c'est un élément qu'il faut regarder, comment on assoit un modèle économique pour les passes. Et je crois aussi que là, il doit y avoir aussi une autre fertilisation, et qui, à mon avis, n'est pas assez forte actuellement, c'est entre les politiques nationales et les initiatives locales. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a énormément de mal à faire dans notre pays. Des politiques nationales qui permettent, y compris de cadrer un certain nombre de choses et d'éviter qu'il y ait des expérimentations qui creusent les inégalités, par exemple, mais par ailleurs, des initiatives locales pour lesquelles on donne tous les éléments pour qu'elles réussissent, qu'on les évalue et qu'on soit capable de regarder leurs conditions de transférabilité. En général, les deux premières étapes, on les fait, la troisième, on n'arrive pas à la faire. Pas pourquoi. Bien y arriver. Oui, donc c'est bientôt fini. Donc le quatrième point, il va être très, très court parce que c'est un peu l'articulation avec la personne suivante. Je pense que ce livre, il montre aussi, c'est mon dernier point, à quel point nous avons besoin de développer la recherche. Et à la fois pour comprendre ce que sont les besoins d'aujourd'hui et ceux de demain, et pas uniquement les besoins des passes, les besoins qu'on a pour répondre aux besoins, aux demandes de la population en termes de santé. Et aujourd'hui et dans 5 ans, ça va être très différent. De comparer ce qui se fait en France et ce qui se fait ailleurs, je crois que ça c'est important de le faire et de le faire avec une méthodologie pour que ce ne soit pas uniquement en termes d'anecdotes. Et enfin, pour analyser ces nouvelles organisations qui se dessinent et leur impact, y compris économique. Et en cela, à mon avis, les passes peuvent avoir un rôle de, je ne sais pas si c'est de sentinelle ou de vigile, en tout cas, c'est un lieu où on peut expérimenter ces approches, et y compris expérimenter le juste prix au juste coût. Je vous remercie.